7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Comme c'est triste si notre façon de vivre consiste à rester seul devant les écrans, dans des appartements, sans avoir de relations sexuelles, sans partenaire stable et sans enfants. Ces mots sont ceux d'Anne Rotrick dans un article du 29 janvier dernier, c'était dans le Financial Times. Elle est démographe, elle est directrice de l'Institut de recherche sur la population. Elle est aussi conseillère du gouvernement finlandais sur la politique de natalité. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux et de Cupidon, une fête commerciale certes, mais qui est l'occasion pour certains de raviver la flamme. Mais pour beaucoup, le feu est mort, le nombre de célibataires a explosé en France et en Occident. Combien seront seuls ce soir ? Les écrans ont remplacé les sorties au bar, au théâtre. Les lieux de convivialité sont de moins en moins nombreux et les couples ne font pour leur part plus d'enfants. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances en France n'a jamais été aussi bas. Alors ce triste phénomène s'observe dans toute l'Europe, dans tout l'Occident. Nous pouvons emprunter au démographe Gérard-François Dumont sa célèbre formule d'hiver démographique européen. Alors quelles en sont les causes et quelle place pour l'amour dans les prochaines années ? Alors pour cette table ronde, nous sommes qu'avec des femmes. Voilà, alors vous allez vous présenter peut-être Mathilda. Vous êtes porte-parole du groupe féministe et identitaire Némésis. Est-ce que vous pouvez parler de votre groupe ? Oui, bonjour, je suis Mathilda, donc porte-parole du groupe Némésis, qui est un groupe de féminisme identitaire qu'on ne présente plus. Vous devez connaître Alice Cordier, qui est souvent ici, qui a une émission qui ici, a une chronique, tout à fait. Voilà. Alors Isolde Turan, vous êtes fondatrice des Antigones. Est-ce que vous pouvez nous parler des Antigones ? Oui, alors moi je suis co-auteur avec Anne Troubi de Femmes réveillez-vous, qui est un ouvrage que vous pouvez retrouver à la Nouvelle Librairie. Et je suis effectivement animatrice donc d'Antigone. Je suis aussi mère de 3 enfants, bientôt 4, et je suis naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les problématiques de fertilité dans la vraie vie. Voilà. Alors, Thaïs Descuffon, vous êtes influenceuse de droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, influenceuse, pour nos auditeurs, c'est des gens à Dubaï. Vous êtes influenceuse et de droite. Exactement. Donc, voilà, je m'appelle Thaïs Descuffon. J'étais ancienne porte-parole de Génération Identitaire. Peut-être que certains pourraient s'en souvenir ici. Mais donc, suite à la dissolution inique de ce mouvement par Gérald Darmanin en 2021, j'ai lancé une chaîne YouTube. Et puis, petit à petit, j'en suis venue à m'intéresser aux questions des relations hommes-femmes. Et aujourd'hui, c'est la principale thématique que je traite sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on veut dire que je suis une influenceuse, puisque je tente d'influencer les opinions, les opinions et un petit peu la culture autour de ces questions-là, et d'avoir le maximum d'influence auprès de la jeunesse notamment, donc sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, toutes sortes de réseaux sociaux. Alors Isolde Turan, je voulais commencer avec vous parce qu'il y a une explosion du nombre de célibataires. 18 millions de personnes sont célibataires en France, 2 sur 3 sont des femmes et plus de la moitié d'entre elles vivent dans des grandes villes de plus de 100 000 habitants. Pourquoi aujourd'hui il y a plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires ? Alors, juste avant de démarrer ce propos, je voulais souhaiter à tous les catholiques un bon mercredi des cendres, oui, parce qu'on va on en a parlé avec le père Danziac juste avant vous. Voilà, on parle d'amour de Saint-Valentin, et ce n'est pas incompatible avec une attitude d'entrée au carême. Je pense que c'est important de le mentionner avec les sujets qui vont nous occuper. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup la question du célibat ou de l'amour au travers des questions de séduction. Rencontrer son ou sa partenaire, être dans une relation sexuelle, avoir des relations immédiates avec l'autre sexe. Mais il y a un enjeu aussi qui explique ces problématiques associées au célibat, que sont les divorces multiples et variés qui se produisent dans notre société, dans notre civilisation. Et je pense qu'on passerait à côté d'énormément de problématiques si on ne traitait pas aussi la fragilité du mariage. Parce que la Saint-Valentin, c'est, en tout cas pour l'Église catholique, nous sommes passés au-delà de la question des Lupercales, qui était une question de séduction purement et simplement. L'apport, disons, catholique à cette célébration, c'est surtout l'engagement libre des époux. Et cet engagement libre, ce n'est pas une licence à la sexuation, mais c'est vraiment un engagement qui mène l'homme et la femme aussi bien dans leur salut que dans ce couple fertile et fécond qui est la première cellule du politique. Donc c'est très chargé d'un point de vue social, politique,
au travers de la question de la famille. Et en fait, c'est ça qui est célébré la Saint-Valentin. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a une problématique avec les questions de célibat, avec ces femmes qui sont isolées, qui sont seules, qui ont du mal à rencontrer, c'est peut-être parce qu'on ne parle plus de l'amour véritable et qu'on ne parle plus aussi du sens réel et profond de ce qu'est le mariage et des enjeux que ça peut représenter. Et on va parler de l'amour véritable, mais juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, Isolture, on a vu avec vous la mort de l'amour véritable, ce que vous appelez l'amour véritable, notamment avec cette explosion du nombre de célibataires et aussi du nombre de femmes. Vous, Thaïs Descuffon, vous tentez d'influencer justement ces célibataires pour qu'ils arrivent à trouver l'amour, ou en tout cas que les hommes et les femmes arrivent à mieux se comprendre. Tout à fait. Justement, en m'intéressant à la question du grand remplacement, on en vient à la natalité. Et quand on parle de natalité, on voit les chiffres de plus en plus alarmants qui sont ceux de la natalité française. Notamment qu'aujourd'hui, on est au plus faible taux de natalité depuis 1946, sachant que les chiffres officiels comptent évidemment les naissances issues de l'immigration. Donc les chiffres sont en réalité encore plus catastrophiques qu'ils ne sont officiellement. Et donc, en m'intéressant un petit peu aux raisons qui pourraient expliquer cette chute de la natalité, il y a différentes choses. Il y a le facteur peut-être économique, il y a le facteur culturel, mais au-delà de ça, je pense que c'est la question des rencontres, de la séduction, et qu'en fait, plus cela va, plus le temps avance, plus c'est une grande séparation en fait entre les hommes et les femmes en France et en Occident, puisque c'est un phénomène qu'on observe en réalité partout. Et en fait, la question du coup que j'ai souhaité soulever et que je traite sur ma chaîne, c'était pourquoi les hommes et les femmes ne se séduisent plus. Et notamment, je me suis rendu compte que la majorité des couples hétérosexuels aujourd'hui en France se formaient sur Internet, sur les applications de rencontres, et que c'était vraiment le premier moyen de rencontre, tandis que tous les autres, qui sont les amis, le voisinage, l'entourage, le travail, sont en train de chuter dangereusement, se rapprochant de plus en plus des zéros. Et en fait, du coup, il y a une explication en fait, assez logique entre le fait qu'aujourd'hui, les jeunes se rencontrent sur les réseaux sociaux et le fait qu'il y ait de plus en plus de célibataires. Et ça, c'est quelque chose qui s'explique en fait notamment par des facteurs biologiques. En fait, les réseaux sociaux déforment la réalité et accroissent certains instincts biologiques chez les hommes et les femmes, et notamment celui des femmes qui est l'hypergamie. Et l'hypergamie, c'est donc un instinct biologique naturel qui n'est pas mauvais en soi, qui fait que les femmes cherchent naturellement le meilleur partenaire possible pour elles, quelqu'un qui leur soit supérieur en termes de statut socio-économique, en termes de critères physiques, en termes de charisme. Ça peut être tout un tas de choses. Ça ne veut pas forcément parler simplement de l'argent, mais de manière générale, nous sommes, nous les femmes, programmées un peu biologiquement comme ça, et ça s'explique notamment par l'évolution et par des époques qui étaient plus difficiles pour survivre, et où donc les femmes cherchaient un protecteur et quelqu'un qui pourrait subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs futurs enfants. Et puis même, pour une raison aussi très simple, c'est que les femmes ont une gamète rare par mois, et donc il est dans leur intérêt que celle-ci soit fécondée par l'homme le meilleur possible. Sauf qu'en fait, ce biais-là, en fait, est accru énormément par les réseaux sociaux, puisque les femmes, avec leur téléphone et les applications de rencontres, ont accès à un panel d'hommes et une quantité absolument phénoménale c'est du jamais vu en fait, c'est sans précédent. Aujourd'hui, vous pouvez prétendre à des hommes qui sont non seulement pas dans la même ville que vous, mais même pas dans le même pays. Et donc, cette volonté de chercher le meilleur homme possible, eh ben, elle ne cesse de grimper. Et en fait, les exigences aussi féminines grimpent avec elle. Et énormément d'hommes moyens se retrouvent sur le carreau parce que les meilleurs hommes ont de plus en plus accès à la majorité des femmes. Et du coup, je pense que la majorité des femmes, en fait, sont un peu déçues par rapport à leurs attentes et leurs exigences, qu'elles ne se rendent pas compte, en fait, qu'elles sont irréalistes et que la plupart de leurs critères ne concernent qu'une très petite minorité d'hommes qu'elles ont l'impression dont elles ont l'impression de pouvoir avoir un accès, notamment à cause des réseaux sociaux et d'Internet. Et donc, pour beaucoup, certaines ne veulent pas revenir sur leurs exigences. Et beaucoup d'hommes aussi se retrouvent sur le carreau. La virginité masculine à 30 ans a triplé en l'espace de même pas 10 ans. Je pense qu'il me semble que c'est même 5. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, n'a jamais été vraiment abordé et traité dans la sphère médiatique et politique. Et je trouve que c'est quelque chose qui est
extrêmement intéressant et sur lequel il faut qu'on se penche et essayer d'influencer justement cette culture. C'est ce que j'essaie de faire avec ma chaîne, d'essayer de faire prendre conscience de cette réalité. Alors Mathilda, vous êtes féministe aussi, identitaire, vous expliquez aussi pareil cette explosion du nombre des célibataires par ce fait que, notamment donc sur les applications et puis le digital déforme la réalité, les différences entre les hommes et les femmes. En fait, il y a plusieurs choses. Je crois que les réseaux sociaux, ils laissent tellement de choix dans les relations que les jeunes ont l'impression d'avoir le temps, ont l'impression d'avoir le choix, et les femmes, le temps, elles ne l'ont pas. Enfin, elles ne l'ont pas beaucoup. Et en fait, il y a une glamorisation des mouvements un peu child-free, c'est-à-dire les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et ça, on voit ça chez des femmes très jeunes, les ligatures des trompes, etc. Chez des femmes qui ont 25 ans, enfin, je veux dire, ça n'existait pas avant. Il y a un vrai essor, en fait, de ces mouvements-là, de se revendiquer seul, célibataire. Et en fait, les réseaux sociaux, en fait, sont dangereux dans le fait les gens ne se sentent plus seuls parce qu'ils ont les réseaux sociaux. Ils sont en fait en interaction avec plein de gens sans arrêt. Et ils ont l'impression de ne pas être seuls. Alors qu'en fait, ils sont célibataires jusqu'à 30, 35 ans. Et il y a parfois des femmes qui regrettent ces choix-là, qui se disent, en fait, là, maintenant, il faut absolument que je fasse un enfant avec presque la première personne venue. J'ai envie de dire, c'est assez triste. Et du coup, ça en fait des couples qui ne sont pas forcément solides, qui ne sont pas forcément fondés, parce qu'il y a une urgence d'avoir des enfants, parce qu'on a passé les 10 dernières années de sa vie à penser qu'on avait le temps. Alors, il y a aussi ce néo-féminisme, donc le néo-féminisme qui est arrivé. Je rappelle, chez les plus jeunes, ils sont plus d'1 sur 2, 52% à considérer que l'on s'acharne sur les hommes et 59% à penser qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Est-ce que Isolde Turand, finalement, le néo-féminisme a détruit la relation entre les hommes et les femmes? C'est-à-dire que les femmes, véritablement, souhaiteraient être séduites, mais les hommes, eux, n'osent plus, par peur, justement, d'être considérés comme sexistes. Alors, sur les questions de néo-féminisme, c'est un sujet qui a été traité par mon acolyte, donc Anne Troubier. Je vous renvoie à ses ouvrages, notamment concernant le néo-féminisme qu'elle a pu écrire, où elle détaille en fait vraiment tous les formats protéiformes que vont avoir les néo-féministes et tout l'ensemble de cette nébuleuse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et je pense qu'il faut que ce soit très clair là-dessus, c'est que les féministes ne sont pas un mouvement unifié. C'est un peu comme nous à cette table. On est 3 jeunes femmes, on parle aujourd'hui des questions sexuées et de toute la dynamique que ça peut induire, alors même que sur des questions aussi fondamentales que l'avortement ou la prostitution, nous n'avons pas du tout les mêmes perceptions des sujets. Et ben en fait, ce qu'on voit ici, c'est exactement ce qui se passe dans le néo-féminisme, c'est-à-dire un peu un accord de principe. On est tous OK pour être dans la même salle, discuter sur un terrain d'accord et sur un sujet donné. Donc ça, c'est la première chose pour bien comprendre ces enjeux-là, c'est qu'on n'a pas affaire dans le néo-féminisme à un bloc, comme nous ne sommes pas d'ailleurs un bloc. Et au travers de ces questions-là, je pense, ce qui est dévoilé là, de la question des relations hommes-femmes, est-ce qu'il est possible ou non de séduire, de draguer, je dirais que le problème, c'est que la rencontre entre l'homme et la femme, qui est cette rencontre, et je le disais en début d'intervention, qui pour moi est absolument fondamentale, au travers de cette rencontre, on va former la première cellule du politique. C'est une affaire sérieuse. On n'est pas en train de coller des gommettes, ni de parler de rapports sexuels, ni de contraception ou autre chose. Donc, la séduction, ça a l'air futile, ça a l'air volage. On est en train de parler comme ça de relations avec le jeune. C'est pareil, je pense que ça mériterait d'être défini. Qu'est-ce que le jeune sur son téléphone? Je rappelle qu'il y a des civilisations où on était mariés relativement tôt. Donc tout ça, c'est un peu à repenser parce que là, on est un peu dans le flou. On dit d'un côté, il y a des femmes qui se ligatent sur les trompes, et d'un autre, eh bien, on a une hypergamie, donc une sorte d'instinct animal de la femme, je ne sais pas quoi. Voilà, moi je pense qu'il faut aussi reprendre un peu de distance avec ces sujets. On est une société qui est en train de mourir, et quand on a une société qui meurt, c'est ce que font les animaux. C'est très visible. Et là, pour le coup, je vais être d'un point de vue naturaliste. Les animaux ne sont plus fertiles. Les animaux ne se mettent plus en couple. Et ça se fait absolument naturellement. On le voit par exemple lors d'une tempête. Une tempête va ravager vraiment
une forêt, les oiseaux ne pondront pas. On va avoir des cas d'infertilité chez le loup quand le loup se sent menacé par un loup plus puissant, puisque seuls les loups alpha vont avoir la meute et leur place dans la meute. Donc on voit au travers des animaux que quand on se sent en insécurité, quand on se sent pas à sa place, quand on ne voit pas d'avenir, eh bien, on ne peut pas créer la vie. Et qu'il s'agisse en fait de cette chasse dans les réseaux sociaux, de cette sensation de est-ce qu'on peut draguer ou pas draguer, de cette hyper séduction, tout ça c'est le signe en fait d'une incapacité effectivement à envisager demain. Et c'est ça qui est criant, et c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de natalité. Et je pense qu'on ne peut pas parler des relations hommes-femmes sans vraiment envisager tout ce qui est en train de se produire actuellement. C'est pas une problématique de téléphone, c'est pas une problématique d'internet ou de relations sociales, c'est qu'en fait on est arrivé à un stade anthropologique où ce qui fonde notre société est en train de mourir. On a attaqué le mariage à la racine, on l'a détruit avec le divorce. On a réduit les pères à néant en leur niant le droit d'élever leurs enfants et d'avoir des responsabilités dans la cité. Le droit de vote, c'est le cache-misère d'une civilisation où il n'existe plus de citoyens. On n'a plus, en tant que parents, de droit sur nos enfants, quels qu'ils soient. On a des experts pour tout et pour penser pour tout. On a même des coachs en love séduction quand il s'agit de rencontrer quelqu'un. Voilà. En fait, c'est ça, cette société, c'est une société qui n'a pas d'avenir si on continue comme ça. Et ça, c'est le pari qu'on a porté avec mon acolyte, Anne, c'est d'être force de proposition, mais pas une proposition réformiste, mais de s'interroger justement sur les bases anthropologiques pour pouvoir bâtir demain, construire demain. Et la finalité du couple qui est pour vous donc la procréation, avoir des enfants et puis donc transmettre à la fois son héritage. Ça, Thaïs Descuffon, vous vous retrouvez là-dessus. Vous pouvez vous défendre notamment sur l'hypergamie, ce que vous appelez l'hypergamie. Oui, bien sûr. Alors, je serais tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'il y a une sorte de nihilisme et effectivement un manque de volonté de se projeter dans l'avenir parce que les jeunes, du coup, jeunes pour moi c'est entre 18 et 25 ans parce que les chiffres dont on parle sur le célibat, c'est ce qui les concerne, donc c'est très concret. Le Point avait sorti que 43% des jeunes étaient abstinents en fait sur la dernière année, ce qui est un chiffre absolument énorme, c'est près de la moitié des jeunes de ma génération. Et donc c'est un phénomène qui s'observe assez clairement et oui, il y a effectivement une démoralisation sur ces sujets, mais ça, il est évident que les réseaux sociaux et Internet y jouent un biais. Et si on veut parler de concret, on peut parler de chiffres. Le nombre, donc le pourcentage de couples hétérosexuels qui se rencontrent en ligne, donc c'était 40% en 2017. Donc sachant que depuis il y a eu le confinement, le Covid, et donc on peut évidemment imaginer que les courbes ont encore augmenté. Et quand je parlais du fait que les femmes avaient cet instinct donc de chercher le meilleur homme possible et que les réseaux sociaux, tronquaient la réalité et donc en fait qu'elles étaient de plus en plus sélectives dans les hommes, chez les hommes qu'elles acceptaient en fait, et ben là il y a des chiffres aussi qui sortent sur les applications de rencontres. Les femmes ne likent que 5% des profils masculins qui leur sont proposés sur Tinder et toutes les autres applications de rencontres, tandis que les hommes, eux, likent plus de la moitié des profils féminins, c'est-à-dire que pour un homme, il y a 10 fois plus de femmes intéressantes que d'hommes pour une femme. Donc ça, c'est des données qui sont très concrètes, et je pense que, c'est pas forcément une critique envers les femmes, parce que, en fait, je pense qu'elles sont elles-mêmes piégées par cette volonté, justement, de chercher toujours mieux. Il y a aussi même une culture TikTok qui peut être même très néfaste et qui pousse aussi les jeunes femmes justement à être de plus en plus difficiles, à exiger de plus en plus d'hommes, et donc les hommes aussi développent une misogynie envers les femmes et un ressentiment en se disant mais en fait elles se prennent pour qui, sont des princesses. Si on s'intéresse justement sur les réseaux sociaux à toutes ces tendances, il y a justement ce terme de princesse, le traitement de princesse que demandent les femmes, etc. Et il y a vraiment une ambiance culturelle autour de ça. Moi je le ressens très clairement dans mon entourage parce que c'est ma génération. Je connais énormément de filles qui parlent justement comme ça en fait, et qui se rendent pas compte qu'elles sont influencées aussi par cette culture et que en fait les hommes auxquels elles prétendent ne correspondent qu'à 1% de la population masculine. Et donc en fait justement ça, moi ce à quoi j'appelle, c'est de se réussir à rencontrer dans la vraie vie, et j'essaie d'encourager les hommes justement à ne pas se fier aux réseaux sociaux qui tronquent leur réalité, où ils ont l'impression justement que toutes les femmes le rejettent, alors que je suis certaine que justement les femmes
attendent véritablement d'être reséduites à nouveau parce que les hommes n'osent plus, notamment à cause d'un féminisme qui leur a donné l'impression qu'ils allaient être toxiques, qu'ils allaient être des harceleurs si jamais ils abordaient une femme, que ce soit dans la rue ou au travail. Et aujourd'hui, on sait que dans la rue, les seuls qui osent aujourd'hui, ce sont des racailles issus de l'immigration. Donc en fait, les femmes aussi sont réticentes à se faire aborder dans la rue. Et finalement, qui est-ce qui se retrouve lésé ? En fait, c'est l'homme occidental européen poli qui justement va se dire je veux pas l'importuner, je m'adresse pas à elle. Donc je vais passer par les réseaux sociaux parce que là, au moins, je suis sûre que la femme est ouverte à la discussion. Sauf qu'il y a ce biais-là dont je parlais. Et donc en fait, moi, j'essaie de dire au contraire, essayer de sortir de ces réseaux sociaux-là et que les femmes, en réalité, si vous les abordez correctement, si vous réapprenez à être un peu un homme de valeur qui va les séduire, elles vont être tout à fait ouvertes et en fait elles se rendent pas compte qu'elles sont piégées par leur biais. Et on va parler justement de cette notion d'homme de valeur et femme de valeur. Avant, Mathilda, vous êtes d'accord notamment à ce qui s'est dit, c'est pas tant les écrans, ce n'est pas tant le manque de cercle de sociabilité, on en a parlé, mais c'est aussi une volonté de ne pas... la finalité du couple, donc c'est de procréer, de donner des enfants. Là, il y a une volonté finalement individualiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité du couple. Oui, mais je pense que les deux sont liés. Effectivement, il y a le mariage n'est plus à la mode, être en couple n'est plus à la mode, et tout ça, c'est lié à plein de biais, et notamment les réseaux sociaux. Donc il y a du juste, je trouve, dans les deux prises de parole qui ont été faites avant. Alors, Isolde Turan, on parlait de femmes de valeur et hommes de valeur. Quelle est une masculinité traditionnelle? On parle aussi du mouvement des tradwives, donc c'est-à-dire des femmes traditionnelles. Que pensez-vous? Pensez que ça peut être une réponse justement à cette crise des célibataires, retrouver une différence homme-femme plutôt plus traditionnelle, on va dire? Alors, moi, ça me fait toujours beaucoup sourire cette question des tradwives. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, c'est une vague qui nous vient tout droit des États-Unis, comme la notion de l'hypergamie, entre autres. Ce sont des mouvements et des choses qui nous proviennent d'un continent qui n'a pas la même histoire que le nôtre, surtout pas la même histoire, je dirais, d'un point de vue civilisationnel, sur ces relations hommes-femmes et sur le couple fondateur que peut représenter l'homme et la femme en Europe et en Occident, mais je dirais surtout en Europe, c'est vraiment très marqué. Donc on a ce courant qui nous vient droit des États-Unis, qui sont des influenceuses, donc qui vivent dans leur bulle un petit peu, vous voyez, de ces écrans au travers d'Instagram et ce genre de choses, et qui vont présenter une vision de la vie et de la femme où ce serait bien de servir son homme, d'être à la maison. Donc on les voit avec des petits tabliers, etc., etc. Et alors là, les féministes s'énervent parce que vous comprenez, elle porte un tablier, c'est quand même scandaleux de porter un tablier, et elle fait des cupcakes. Et de l'autre côté, on a, mais c'est formidable de faire des cupcakes, c'est génial. Voilà. Alors moi, je trouve ça complètement drôle comme situation et un peu triste. Non, là, en fait, quand on parle des relations hommes-femmes, on n'est pas en train de savoir qui change la couche du bébé ou qui fait des cupcakes roses ou des cupcakes bleus. Voilà. L'important, c'est pas ça. Et vous voyez, c'est ce que j'essaie d'expliciter, c'est que le problème n'est pas dans les petites choses contingentes. Il faut revenir à la base. Aujourd'hui, ces femmes-là proposent une vision qui est très proche des années 50 et très proche de la femme du 19e. C'est-à-dire simplement, en fait, une relation qu'elles vont tisser avec l'homme et la production. Donc, effectivement, quelque chose de plutôt séducteur avec un homme producteur qui va produire à l'extérieur, qui va ramener au sein de son foyer. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne s'aperçoit pas notamment immédiatement de ces codes, mais il faut rappeler que que les années 50 ont donné ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu comme une petite machine à remonter le temps qu'on prendrait. Oh là là, on est vraiment allé trop loin, c'est vraiment super pourri. On va remonter juste à l'étape d'avant où c'était chouette, l'aspirateur très 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 cool, le micro-ondes hyper fonctionnel et la machine, le truc à faire des cookies, voilà, super. Et vous voyez, en fait, on a juste l'impression, enfin, c'est pas juste une impression, c'est qu'en fait, ces femmes fantasment un univers qu'elles n'ont pas connu, qui est l'univers de leur grand-mère, parce que certainement, ça leur rappelle plein de bonnes choses, l'image de grand-maman. Donc, on n'est plus dans les confitures de bonne maman un peu à la sauce paysanne. Là, on est vraiment dans les années 50, un peu sympathique. Alors, moi, je trouve ça effrayant. Alors, voilà, je trouve ça effrayant.
Une réponse de Thaïs Descuffon là-dessus, sur ce modèle masculinité traditionnelle et puis femme traditionnelle. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que, pour qu'on soit d'accord ou pas, moi, en l'occurrence, je trouve que c'est aussi un modèle qui n'a plus raison d'être, parce qu'en fait, on n'est pas dans la même époque, donc en fait, c'est en fait obsolète de proposer ce modèle-là. Mais pourquoi est-ce que ce genre de tendance de tradwife, donc ça veut dire la femme traditionnelle, donc voilà, la femme au foyer, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai rien en particulier contre les mères au foyer, ma mère est au foyer. Qui sont discriminées en France. Voilà, tout à fait. C'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. Si on veut se consacrer à ses enfants et sa famille, je trouve que c'est beau. En l'occurrence, à titre personnel, si demain je me mariais et j'avais des enfants, j'aimerais bien continuer à travailler. Donc moi, je vois pas, je vois pas de problème dans le fait que les femmes travaillent. Et au contraire, de plus en plus de femmes travaillent, mais en plus elles aiment leur travail, je dirais pas de problème. Mais pourquoi est-ce que ce genre de mouvement naît ? C'est justement parce qu'on est allé dans un extrême et donc il y a un autre extrême qui essaie de contrebalancer et il y a eu un dégoût du modèle ultra libéral sur le plan des mœurs, sur le fait, féministe, etc. Et donc il y a aussi même il y a une surenchère de l'autre côté. Il faut observer ça de manière analytique. C'est un phénomène qui répond à un excès. Maintenant, justement, si on peut trouver un juste milieu et se rendre compte de notre époque actuelle, le fait qu'un salaire masculin ne suffit pas à nourrir un foyer, ce qui était peut-être le cas dans les années 50, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Une très petite minorité d'hommes pourront se permettre d'avoir une femme au foyer et il va falloir très bien gagner sa vie et peut-être même que leur épouse ne voudra pas forcément rester au foyer. Et, en fait, c'est comme ça, l'époque a aussi changé. Donc, je pense que c'est pas forcément un modèle qui convient à tout le monde et qui de toute manière peut exister dans la mesure où la vie est de plus en plus chère et où deux salaires sont nécessaires pour faire vivre le foyer, quoi. Alors très vite chacune, parce que le temps presse, est-ce que vous pouvez nous donner en 2 phrases l'homme et la femme idéale pour vous ? Oui, alors les notions d'homme de valeur, femme de valeur, c'est quelque chose que je traite assez souvent. Et c'est vrai que pour les hommes et les femmes, c'est pas forcément les mêmes critères qu'on va rechercher parce que nous sommes différents en fait déjà par nature. Donc pour moi, un homme de valeur, c'est en fait un homme va gagner de la valeur par son statut. Ça, c'est quelque chose qu'on observe en fait de tout temps, dans toutes les époques. Oui. Les hommes vont chercher justement à s'élever en richesse, en pouvoir, et notamment pour séduire la femme. C'est un moteur qui est très puissant et qui a soulevé l'histoire. Et femmes de valeur. Et les femmes de valeur, ça va être des femmes qui justement vont bien sélectionner l'homme de valeur avec qui elles vont être et qui vont réussir à aussi se préserver pour cet homme-là, parce qu'une femme conserve sa valeur, l'homme la crée, et donc qui va être fidèle, loyal, lui donner des enfants et en fait rester d'une certaine manière va pas enchaîner les partenaires et justement va attendre de choisir le bon pour créer un foyer solide avec lui. Alors Mathilda, en deux phrases, parce que Thaïs n'a pas fait 2 phrases. Ça va être dur. Homme et femme de valeur. Moi, pour le coup, je pense que hommes et femmes de valeur peuvent partager les mêmes valeurs. Je pense tout simplement à la droiture, au fait d'avoir les mêmes envies, effectivement de ne pas se précipiter dans les plaisirs simples qu'offre la société actuelle, tout simplement. Et femmes de valeur, c'est les mêmes critères. Isolde Turhan, là-dessus, sur hommes et femmes de valeur, assez vite, parce qu'il faut qu'on finisse cette table ronde. Eh bien, je pense que la valeur n'est pas dans le sexe et dans ce qu'on a dans le pantalon, mais dans la pratique des vertus. Voilà, conformément à tous les enseignements de nos philosophes aristotélo-thomistes et suivants de la doctrine classique. Eh bien, écoutez, c'était simple, clair et précis. Merci à toutes les 3. Merci Thaïs Descuffon, je rappelle, vous êtes influenceuse de droite, vous avez votre chaîne YouTube. Mathilda, vous êtes porte-parole de Némésis, on peut vous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Et Isolde Turhan, vous êtes fondatrice des Antigones et auteure de ce livre « Femmes, réveillez-vous » pour en finir avec les mensonges du féminisme aux éditions La Nouvelle Librairie. Vous étiez venus chez nous pour en parler, cette interview est sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes les 3.